Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Franck-Pierre de l'atelier des nouveaux entrepreneurs, chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, aux stratégies web marketing qui donnent des résultats, mais également à la comptabilité et gestion des entreprises. Alors cette vidéo est un peu particulière aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui fait suite à une question que l'on m'a posée, c'est Alexis qui m'a posé donc cette question, qui je pense va concerner beaucoup de personnes, je trouve cette question très pertinente, et donc je vais y répondre à travers une vidéo parce que je pense que c'est beaucoup plus simple comme ça. La question d'Alexis c'était: est-il possible en domiciliant sa micro-entreprise en France d'exercer son activité depuis un pays étranger? Alors la réponse elle est oui, il n'y a pas de problème particulier pour ça, vous pouvez très bien créer votre micro-entreprise en France et résider et travailler à l'étranger. Les formalités seront comparables, c'est même pas comparable, ce seront les mêmes formalités que pour toute personne qui réside sur le territoire national. Si vous avez la nationalité française et que vous habitez à l'étranger et que donc vous montez une micro-entreprise, eh bien donc vous pourrez vous inscrire en suivant le même parcours que n'importe quel créateur d'entreprise, et notamment en micro-entreprise. La seule condition pour que votre demande soit validée, c'est que vous puissiez bénéficier d'une adresse sur le territoire national pour pouvoir tout simplement domicilier votre micro-entreprise. Si c'est pas le cas, eh bien, vous prenez une adresse de complaisance, c'est-à-dire l'adresse par exemple d'un ami qui va accepter que vous domiciliez chez lui votre entreprise. C'est simplement pour avoir une adresse, puisque vous n'allez pas exercer chez lui. Donc, en toute logique, si vous avez un ami ou un membre de votre famille, eh bien, vous pouvez leur demander d'utiliser leur adresse personnelle comme simple boîte aux lettres, par exemple, pour la domiciliation. Et si vous ne voulez pas demander ce type de service, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir recours à une entreprise de domiciliation commerciale. Alors, vous tapez dans Google domiciliation commerciale, vous allez avoir énormément de possibilités. Moi, je ne vais pas vous recommander particulièrement, une entreprise de domiciliation commerciale. Par contre, comme j'ai pour habitude de parler de ce que je connais, il se trouve que moi, ma structure, elle est domiciliée depuis maintenant plus de 12 ans dans la même entreprise de domiciliation commerciale, et ça se passe très bien, c'est ABC Live. Donc moi j'ai pas d'action chez eux, mais je peux vous en parler en connaissance de cause. Ça fonctionne bien, ils sont pas trop chers, même si c'est pas forcément ceux qui ont les tarifs les plus bas du marché. Mais bon, derrière il y a aussi une qualité de service. Et donc par contre avec votre entreprise de domiciliation commerciale, quelle que soit l'entreprise de domiciliation commerciale que vous prendrez, eh bien il faudra simplement préciser l'adresse à laquelle il faudra envoyer l'ensemble des courriers qui éventuellement vous seront adressés. Parce que même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup de choses qui sont dématérialisées au niveau des organismes publics et au niveau des tiers avec lesquels vous pouvez avoir donc une relation, c'est-à-dire concrètement ça va être l'URSSAF, ça va être les impôts, ça va être ça va être des choses comme ça. Mais les courriers, il faut bien que vous puissiez les recevoir. Donc là, c'est l'entreprise de domiciliation commerciale qui va les recevoir pour vous, donc à travers un contrat de mandature que vous allez signer avec eux. Et naturellement, il faudra leur fournir une adresse de réexpédition pour que ces derniers puissent vous réexpédier la totalité de vos courriers. Donc si vous êtes situé à l'étranger, pensez à bien leur demander le détail des frais pour la réexpédition, parce que naturellement, ça vous coûtera un peu plus cher que si vous habitiez en France. Ensuite, il faut intégrer que la poste à l'étranger, selon le pays dans lequel vous êtes, c'est peut-être pas la même qualité de service que le réseau postal chez nous. Alors, ça veut pas dire que chez les autres, ce soit moins bien que chez nous, en France. C'est pas ce que je suis en train de dire. Simplement, vous avez peut-être des pays où les infrastructures sont moins développées qu'un pays comme la France, ou qu'un pays comme l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou un pays européen de manière générale. Donc il faut aussi en tenir compte pour éviter de vous retrouver avec
des courriers qui se perdent. Autre question également à poser à l'agence de domiciliation commerciale, il faut, avant de signer, il faut leur demander si la rue qui va être affectée à votre domiciliation bénéficie d'un régime fiscal local particulier. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la base de calcul de la CFE, par exemple, qui est assez complexe, eh bien elle va intégrer également la notion de situation géographique dans laquelle votre siège social est situé. Par exemple, pour ma part, lorsque je me suis créé il y a maintenant une douzaine d'années, eh bien mon entreprise était dans une rue qui bénéficiait d'un régime fiscal particulier. Donc à l'époque, la CFE ça n'existait pas, c'était la taxe professionnelle. Eh bien la taxe professionnelle, je payais moins de taxes professionnelles dans cette rue-là que si j'avais été implanté dans une autre rue. Donc ça c'est vraiment fonction de la politique fiscale locale qui dépend directement de la municipalité au sein de laquelle est implantée votre entreprise. Donc vous pouvez vous renseigner directement au sein des communes. Et puis, naturellement, la première personne à qui il faut poser la question, c'est à la personne qui va vous recevoir dans l'entreprise de domiciliation commerciale. Donc, c'est toujours un petit peu la même chose, à savoir poser les bonnes questions pour pouvoir optimiser au mieux votre situation fiscale. Alors, autre chose également très important, c'est l'affaire du permis de travail. Parce que si vous êtes expatrié dans un pays européen, dans un pays de l'espace Schengen, eh bien, vous n'avez pas et vous n'aurez pas à faire de demande particulière de titre de séjour. Et vous pouvez donc exercer votre activité commerciale de micro-entrepreneur comme vous le souhaitez. En revanche, si vous n'êtes pas dans l'espace Schengen, eh bien, votre pays d'accueil et la réglementation qu'il a mis en place, eh bien, elle peut parfois vous imposer d'être tout simplement titulaire d'un visa qui vous permet tout simplement de pouvoir travailler sur le territoire de votre lieu de travail. Donc pour ça, écoutez, je ne peux pas vous donner plus d'infos. Ce qu'il faut faire, c'est vous mettre en rapport directement avec les organismes de votre pays d'accueil pour leur demander tout simplement s'il vous faut un titre de séjour, si un titre de séjour suffit, ou est-ce qu'il faut autre chose pour pouvoir travailler pour votre micro-entreprise française. Alors, il y a un autre truc aussi important à bien avoir en tête, c'est tout ce qui concerne l'imposition en votre qualité de micro-entrepreneur résidant dans un pays étranger. Parce qu'à partir du moment où votre micro-entreprise elle est domiciliée en France, eh bien, vous êtes considéré comme résident fiscal français, et ceci même si vous n'êtes pas plus de 6 mois par an. Ok? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'administration fiscale française va considérer que le centre de vos intérêts économiques se situant sur le territoire national, eh bien, par conséquent, vous devez y verser les impôts dont vous êtes redevable. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que avant de vous lancer, avant de vous créer, vous allez devoir vous renseigner auprès de votre pays d'accueil sur tout simplement les règles d'imposition que ce dernier applique. Si votre pays de résidence, par exemple, a conclu un accord fiscal avec l'État français, eh bien, de cette manière, vous éviterez une double imposition. Sinon, vous aurez une double imposition. Je précise que si vous percevez d'autres revenus qui sont pas liés directement à votre activité de micro-entrepreneur dans votre pays d'accueil, eh bien, vous devrez les déclarer à la fois à l'administration française, mais aussi à votre pays de résidence. Ok? Et donc, dans la situation où il n'y a aucun accord fiscal qui a été conclu entre la France et votre pays d'accueil, eh bien, vous serez soumis dans ce cas-là à une double imposition. Donc, avant de vous lancer et de vous retrouver un petit peu comme ça devant le fait accompli, il faut vraiment travailler votre dossier. Donc, il faut vous renseigner directement en amont de votre création, à la fois au centre des impôts donc en France, mais aussi au centre des impôts de votre pays de résidence, pour éviter tout simplement de vous retrouver comme ça à être surtaxé ou de vous retrouver avec un certain nombre de problèmes. Alors maintenant rapidement on va voir tout ce qui concerne en fait la relation que vous allez avoir avec vos clients à l'étranger. Donc en tant que micro-entrepreneur, vous allez donc avoir des clients par exemple à l'étranger et donc vous allez leur facturer des prestations. Donc en tant que micro-entrepreneur, vous n'avez aucun problème pour pouvoir réaliser des prestations pour des clients
à la fois particuliers comme entreprises qui sont domiciliés à l'étranger. Et si vous échangez avec des clients qui ont une autre langue que le français, eh bien, vous devrez tout de même leur fournir vos devis et vos factures en français, puisque votre micro-entreprise étant domiciliée en France, elle est soumise au droit français. Donc, vos documents légaux ne sont valables que dans cette langue. Alors évidemment, hein, vous allez aussi leur transmettre une version traduite de vos documents commerciaux et de vos factures, ça me paraît évident. Mais ce que vous allez leur transmettre traduit dans leur langue locale n'aura pas de valeur légale au regard de l'administration française. On est bien d'accord. Petit détail quand même très important, vous avez des démarches à faire lorsque vous exercez une activité qui est située à l'étranger. Quand vous réalisez des prestations de services pour une entreprise qui est située dans l'espace européen, eh bien, vous devez déposer une déclaration européenne de service tous les mois au service des douanes. Ok, c'est ce qu'on appelle en termes comptables la DES. Donc ça, c'est vraiment si vous exercez des prestations de services avec une entreprise qui est située dans la communauté européenne. Hein. On est bien d'accord, ok? Alors concernant maintenant la facturation des clients à l'étranger. Avec des clients qui sont situés dans l'espace économique européen, hein, eh bien, la facturation pour ces clients, elle se fait selon les mêmes règles que pour un client qui est situé en France. La seule différence, c'est que vous devrez faire figurer sur chacune de vos factures le numéro de TVA intracommunautaire de vos clients, et ceci même si par ailleurs, en tant que micro-entrepreneur, vous êtes exonéré de la TVA. Donc c'est bien compris, sur chacune de vos factures, vous faites figurer le numéro de TVA intracommunautaire de vos clients, c'est une obligation légale. Ok. Alors maintenant pour ce qui concerne des clients qui sont situés hors de l'espace économique européen. Bien, la TVA s'appliquant pas aux autres pays, dans ce cas-là, eh bien, la facturation elle va se faire exactement de la même manière que pour un client qui est situé en France. Petit truc quand même à bien avoir en tête, il faut pas que vous oubliez de faire apparaître sur votre facture la devise que vous utilisez. Ok. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'après, vous devrez la convertir pour pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires en euros. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de change que vous allez prendre en compte dans le calcul, eh bien, c'est celui qui sera appliqué le jour de l'encaissement. Alors, petite précision qui n'est pas liée directement, je dirais, à la question d'Alexis, mais je voulais quand même l'intégrer dans cette vidéo parce que, eh bien, c'est un cas de figure qui peut apparaître. C'est en fait tout ce qui concerne l'import de marchandises pour les micro-entrepreneurs. Alors si vous faites de l'importation depuis des pays qui sont situés dans l'espace économique européen, donc vous pouvez librement importer des marchandises, hein, depuis par exemple l'Allemagne, depuis, je sais pas moi, la Hollande, etc. La seule contrainte que vous devrez donc prendre en compte, c'est l'obligation de transmettre votre numéro de TVA intracommunautaire à l'ensemble de vos fournisseurs avec lesquels vous êtes en relation, et ceci même si vous n'êtes pas soumis au paiement de la TVA. Donc, pour faire la demande de ce numéro intracommunautaire, alors je rappelle que l'obtention naturellement est totalement gratuite, et bien, il faut vous rapprocher tout simplement de votre centre des impôts. Logiquement, lorsque vous vous créez, vous l'obtenez dans la foulée. Si vous ne l'avez pas, il faut tout simplement leur demander. Vous faites la demande en ligne directement à partir de votre dossier fiscal, puisque dès votre création, eh bien, vous allez vous créer un compte professionnel fiscal directement sur le site internet impôts.gouv. Vous créez votre dossier fiscal et donc c'est à partir du moment où vous avez donc votre compte en ligne fiscal, eh bien, vous êtes en relation directe avec le centre des impôts et donc vous pouvez, comme ça, avoir des correspondances. C'est plus sûr et puis c'est plus rapide aussi. Et donc à partir de ce moment-là, vous recevrez une notification avec, je dirais, votre numéro de TVA intracommunautaire. Généralement, de toute façon, vous l'obtenez par la voie du courrier. Alors vous faites votre demande en ligne et puis vous l'obtenez par courrier, à moins que maintenant il l'envoie directement en ligne. Bon, il y a pas mal d'évolutions, il y a pas mal de changements avec la politique de dématérialisation, donc peut-être que maintenant directement
vous recevrez votre numéro intracommunautaire au sein de votre espace fiscal. Alors dans la même logique, si vous faites de l'importation avec un pays qui n'est pas situé dans l'espace européen, eh bien il faudra demander un numéro ROI. C'est un numéro spécial qui permet en fait la traçabilité des échanges dans l'espace européen. Donc pour demander ce numéro, eh bien il faut vous rapprocher tout simplement des douanes. Vous réalisez votre demande en ligne. Alors le site internet c'est pro.douane.gouv.fr. Donc vous tapez ça sur internet et donc vous obtiendrez le site et donc vous allez vous connecter et à partir de là vous allez pouvoir faire librement votre demande en ligne. Alors naturellement il faudra fournir votre numéro de SIRET et votre numéro intracommunautaire je crois. Et toujours est-il que de toute façon vous serez soumis aux mêmes règles douanières que toutes les autres entreprises. Ok ? Donc ce qu'il faut retenir de tout ça au final c'est que le régime micro-entrepreneur vous permet de faire énormément de choses et notamment de pouvoir travailler à l'étranger. Ok ? Maintenant, là, je vous ai parlé un petit peu d'importation parce que, voilà, c'est un cas de figure qu'on peut être amené à rencontrer. Ce qui ne veut pas dire que je vous recommande d'opter pour le régime micro-entreprise pour faire de l'import-export. C'est même tout le contraire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que dans le régime micro-entreprise, toutes vos charges sociales sont calculées par rapport à quoi ? Par rapport à votre chiffre d'affaires. Et dans l'import-export, le chiffre d'affaires, eh bien, ça monte très très vite. Mais un gros chiffre d'affaires veut pas dire forcément un gros résultat, qui peut être bénéficiaire ou déficitaire. Parce que derrière, eh bien, vous avez des frais d'exploitation. Donc, si vous faites de l'import-export avec votre micro-entreprise et que vous avez un chiffre d'affaires assez significatif, eh bien, vous allez payer beaucoup de charges sociales puisque tout est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires, alors que vous avez des marges qui sont extrêmement étriquées et au final, vous avez un résultat qui est très faible. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation où vous allez avoir beaucoup de charges sociales puisque tout est calculé par rapport à votre chiffre d'affaires, mais qu'au final, comme vous dégagez peu de marge, qu'il y a beaucoup de concurrence, etc., et vous avez pas mal de frais aussi, eh bien, vous avez un tout petit résultat. Donc, c'est pas le régime que je recommande, c'est même plutôt déconseillé. Maintenant, ça peut être intéressant aussi pour tout simplement tester un projet. Pourquoi ? Parce qu'une micro-entreprise, vous la commencez très rapidement, vous la terminez également comme vous voulez, et ça vous coûte beaucoup moins cher de démarrer et d'arrêter une micro-entreprise que de démarrer et d'arrêter une société. Donc tout ça c'est lié à des coûts de procédure et à des coûts de formalité. Quand on arrête une société, il y a tout un tas de choses à faire enregistrer par les impôts à chaque fois que vous sortez la carte bleue. Et puis vous avez tout un tas de choses à faire enregistrer également au greffe. Et à chaque fois vous sortez aussi la carte bleue. Et quand vous voulez transformer par exemple une SARL en SAS, parce que c'est plus adapté par rapport à votre modèle économique d'aujourd'hui, là encore c'est pareil, il va falloir avoir un commissaire aux apports pour pouvoir évaluer à la fois l'actif et le passif pour pouvoir ensuite faire une transmission de patrimoine à la nouvelle société qui sera créée, qui prendra le relais. Bon, tout ça c'est des délais, ça coûte de l'argent parce qu'il faut faire intervenir un certain nombre de professionnels, soit de la comptabilité, soit du droit, alors qu'en micro-entreprise vous n'avez pas tout ça. Une micro-entreprise c'est quoi ? C'est une entreprise individuelle. Donc une entreprise, c'est ce qu'on appelle en nom propre, d'accord ? Le patrimoine de l'entreprise est confondu avec votre patrimoine personnel. L'avantage de la micro-entreprise, c'est que vous démarrez demain et vous arrêtez après-demain si vous le voulez, vous comprenez ? Donc c'est très bien. Et c'est pour ça que moi je dis que la micro-entreprise, c'est vraiment un très bon régime pour pouvoir tester son activité, pour se mettre en situation réelle. Et puis si vous voyez que ça marche bien, ce que je vous souhaite, eh bien dans ce cas-là, ensuite, vous glissez, vous préparez, je dirais, une création de société. En attendant, vous aurez des vrais chiffres et pas uniquement des projections, aussi sérieuses soient-elles. Un business plan, ça reste simplement qu'une projection. Alors, moi je le répète souvent, quand vous voulez créer une activité, faites un business plan. Que ce soit une micro-entreprise ou pas, on s'en fiche. Faites un business plan parce que ça vous permet de structurer vos projets, ça permet de savoir où vous allez, et puis de toute façon, on va vous le demander, y compris pour ouvrir un compte bancaire, même si par ailleurs, vous ne demandez pas un concours bancaire, des lignes de crédit, ou vous ne demandez pas d'emprunt. On va pas vous donner un chéquier, il y a de moins en moins de chéquiers, mais bon, on va pas vous donner un compte professionnel, un chéquier et une carte bleue, comme ça, les gens ont besoin de savoir aussi le risque que vous représentez
pour eux. Voilà, bon, c'était une petite parenthèse, mais je pense que c'est toujours important de le préciser. Voilà pour cette vidéo, voilà pour ma réponse, Alexis. J'espère que ça va t'aider dans ton projet. J'espère que ça va vous aider également si vous êtes dans une situation comparable. Avant de vous quitter, eh bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne ou à vous inscrire sur le groupe Facebook si ce n'est pas encore fait. Vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis bon courage, bossez bien vos projets et puis si vous avez des questions, eh bien vous me les posez directement sur le groupe Facebook. À bientôt.